Avez-vous déjà réagi à une situation, une idée, une personne, en vous disant « je la sens pas » ? Ou bien est-ce que face à un croisement, vous avez choisi le chemin de gauche sans trop savoir pourquoi, mais en étant malgré tout assez certain de votre feeling ? On parle souvent d'agir au pif. J'ai fait cette recette un peu au pif. C'est du pilotage un peu au pif. Pour certains d'entre nous, ça veut dire au hasard et ça n'est vraiment pas une bonne idée. Pour d'autres, ça veut plutôt dire en utilisant son nez, son instinct, et ça correspondrait à une sorte de compréhension plus animale, notre intuition. Et c'est bien là tout le débat. Est-ce qu'il faut être capable d'expliquer, de rationaliser tout ce que nous faisons ? Ou bien est-ce que nous pouvons faire confiance à notre intuition ? Pour aller dans les extrêmes, est-ce qu'il faut exclure tout ce qui n'est pas prouvable, ici et maintenant ? Ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, partir de notre intuition et la mettre au centre de nos vies ? Dans cette chronique, je vous propose de revenir sur l'articulation entre intuition et pensée rationnelle, sur ce que l'intuition peut nous apporter et sur les erreurs qu'elle peut malheureusement nous faire commettre. Et enfin, sur les moyens pour faire fonctionner ensemble les deux et pour, in fine, améliorer nos prises de décision dans un monde où paradoxalement la masse d'informations disponibles n'a jamais été aussi importante sans que cela nous facilite toujours la vie. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Le mois dernier, j'ai revu un film qui se passe dans le monde du baseball. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Moneyball, avec en tête d'affiche Brad Pitt et Jonah Hill. Et une pléiade de super comédiens dans les seconds rôles, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Chris Pratt. Bien sûr, tous ces noms seraient déjà pour moi une raison suffisante pour revoir ce film. Mais j'aime aussi beaucoup l'histoire. Le pitch, c'est que le manager de cette équipe a un budget ridiculement plus faible que celui des autres équipes de la ligue. Et donc, il décide de révolutionner le processus de sélection des joueurs en ne se fiant plus seulement au jugement d'un groupe d'experts du jeu, mais en écoutant les recommandations d'un geek qui a rentré un nombre incroyable de données chiffrées sur les joueurs dans un programme. L'histoire du film, c'est comment une équipe de bras cassés se hisse au sommet du championnat grâce à cette méthode. Bras cassés, c'est au sens propre. Par exemple, le joueur incarné par Chris Pratt revient d'une blessure à l'épaule. Regarder Moneyball, c'est avoir la confirmation que pour des processus de sélection complexes, il faut faire confiance à des données rationnelles, chiffrées, et arrêter de croire uniquement à son intuition, même basée sur des décennies d'observation. Ce film est tiré d'une histoire vraie, celle de Billy Beane, général manager des Athletics d'Oakland, qui a révolutionné avec son système le monde du baseball à partir de la saison 2001-2002. Oui, mais dans son livre Blink, Malcolm Gladwell, que je vous ai déjà beaucoup cité, cite The Wages of Wins, un livre de 3 économistes, David Berry, Martin Schmidt et Stacey Brooks, qui ont voulu créer un système comparable à celui de Billy Beane, mais cette fois pour le basket. Problème, en utilisant uniquement des données chiffrées, des stars absolues telles que Allen Iverson pour Philadelphie n'étaient même pas dans le top 50 des joueurs. Est-ce que ça veut dire que ces systèmes statistiques sont donc des impasses ? Tout dépend de ce qu'on regarde et de ce qu'on pondère, souligne Malcolm Gladwell. Sur la performance pure, le niveau sur le terrain, match après match, tout au long d'une saison, saison après saison, sur l'ensemble d'une carrière, là, il faut bien passer par des indicateurs statistiques. Il est impossible à un être humain normalement constitué, ou même un groupe d'êtres humains, de voir tous les matchs, de voir tout ce qui se passe pendant un match. En plus, les différences de performance entre deux joueurs à un instant T peuvent être très fortes, ou au contraire très faibles, sur une plus grande période. Alors comment les évaluer ? En revenant aux chiffres justement. Malcolm Gladwell prend l'exemple de 2 joueurs de baseball avec une performance à la batte très proche pour un non-initié comme moi et peut-être comme vous. 0,366 versus 0,338. 0,37 versus 0,34. Cette différence signifie que l'un va frapper la balle 34% du temps et l'autre 37% des fois. Pas de quoi se relever la nuit, sauf si l'on comprend que ça veut dire que sur 100 coups de batte, il y en a un qui va permettre à son équipe de faire 3 home runs de plus, ce qui est un gouffre au baseball. Ces infos-là, ce raisonnement-là,
La simple intuition, le simple jugement basé sur des heures d'observation n'en est pas capable. Il faut compter. Ça, c'est pour la performance pure. Mais ce que ne donnent pas les chiffres, c'est tout le reste. Le comportement d'un joueur sur le terrain et en dehors, avec ses partenaires, avec les fans, avec les managers, avec les citoyens de son pays. Comment est-ce qu'il s'entraîne? La charge de travail qu'il est prêt à encaisser ou à se rajouter. Michael Jordan, Rafael Nadal. Est-ce qu'il est un fêtard patenté, style Dennis Rodman ou Nick Kyrgios? Et quelles sont les conséquences de ce style de vie sur son jeu? Comment est-ce qu'elle est capable de se remettre d'un échec? Exemple typique, Serena Williams, sortie de l'US Open en 2015, alors que ça lui était promis, et qui derrière a enchaîné les succès. Qu'est-ce qu'apporte son engagement social à ses performances? Megan Rapinoe dans le foot, Naomi Osaka dans le tennis, Lewis Hamilton en F1. Dans tous les univers où nous devons construire une analyse, un jugement pour prendre une décision, nous sommes confrontés à cette alternative. Plus de rationnel ou plus d'intuition. C'est quoi la recette idéale? Sortons du sport et revenons à des choses que je, et peut-être vous, connaissez sans doute mieux. Le monde du travail. Lorsque je parle avec des recruteurs, ils me disent qu'ils ont un ensemble de données factuelles à disposition. CV, expérience, fonction, parfois des tests de personnalité, des demandes de l'entreprise. Et puis ils ont aussi tout ce qu'ils vont sentir, intuiter pendant l'entretien. Et tous me disent qu'ils sont particulièrement attentifs à ce qu'ils pourraient avoir comme biais, plus ou moins conscient, qui viendrait fausser l'ensemble du processus, mais en même temps, ils ne veulent pas se couper de cette intuition. Au-delà de la prudence sur ces biais, est-ce qu'il y a une manière sûre d'équilibrer rationnel et intuitif? Dans ce qui concerne l'évaluation de la performance d'un salarié, il y a bien sûr les données chiffrées. Nombre de ventes réalisées, nombre de dossiers traités dans l'année, nombre de demandes clients traitées, sortie d'un produit dans les délais ou pas. Et puis il y a aussi tout le reste. Cette part que l'on a baptisée soft skill, comme s'il faisait moins mal, comportement, relations, esprit de team player, engagement, etc. Nous associons à la fois pensée rationnelle et instinct dans des prises de décision que nous prenons des dizaines de fois par jour. Comment être sûr que nous avons la bonne combinaison? Quelle est la place de l'intuition dans nos vies? Et qu'est-ce que l'intuition? J'ai lu ce livre passionnant sur ce sujet l'an dernier, Blink, de Malcolm Gladwell, publié en 2005. Sa thèse centrale, c'est « Ne vous méfiez pas de vos jugements intuitifs, ils peuvent souvent être supérieurs à vos jugements conscients. » Utilisons donc cette partie issue de l'inconscient pour piloter nos décisions, à condition de connaître les limites de l'intuition et donc de la cadrer, de la contrôler et de l'entraîner. Comme tous les bouquins de Gladwell, et je pense qu'il ne m'en manque pas beaucoup, Blink est truffé d'histoires et d'anecdotes magnifiques. Dès l'introduction, il donne l'exemple d'une statue antique grecque achetée dans les années 80 par le musée Getty de Los Angeles. Aucun exemple de ce genre d'œuvre n'avait jamais été découvert dans un tel état de préservation. Donc, méfiant, avant de l'acheter, le Getty demande à des batteries d'experts d'étudier toutes les infos disponibles, de regarder la statue sous toutes les coutures, et finalement, l'œuvre est bien authentifiée comme datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, deux experts à qui le Getty montre la statue au dernier moment ont une réaction immédiate de rejet sans trop savoir pourquoi. L'un explique que son regard est passé par hasard sur le pied et qu'il a eu instantanément une impression bizarre en regardant le dessin de l'ongle d'un doigt. L'autre ne savait pas non plus mettre de mots sur son rejet tripal, à part le fait que la statue lui donnait l'impression d'avoir été trempée dans du lait, d'être trop lisse. Elle disait « on avait l'impression de la regarder comme de l'autre côté d'une vitre ». Pour finir, le Getty a acheté la statue, mais les intuitions des deux premiers experts ont conduit à des recherches encore plus en profondeur sur toutes les pièces apportées par le vendeur, et puis ont ouvert aussi d'autres analyses de la statue. Et aujourd'hui, le Getty présente cette statue qui a été payée une fortune, comme soit de 530 avant Jésus-Christ, soit une contrefaçon moderne. Gladwell parle de décision en petites tranches, le thin slicing, pour décrire ces processus
où nous partons d'un détail pour nous former un jugement en utilisant une combinaison d'expérience et d'intuition. Pour reprendre l'exemple de la statue, vous et moi, nous n'aurions sans doute pas pu fournir la moindre analyse, ni rationnellement, ni intuitivement. Les deux experts qui ont flairé un problème d'authenticité l'ont fait sur la base des centaines ou des milliers de statues qu'ils avaient étudiées dans leur carrière, et certaines tout juste sorties de terre. Depuis Freud, l'inconscient est souvent considéré comme une sorte de boîte noire remplie de désirs, de souvenirs et de fantasmes plus ou moins bien réprimés. Un nouveau champ d'étude s'est intéressé à ce que Timothy Wilson a baptisé en 2002 l'inconscient adaptatif. Dans son livre Strangers to Ourselves, il explique « L'esprit fonctionne de la manière la plus efficace en reléguant une grande partie de la pensée sophistiquée de haut niveau à l'inconscient. Tout comme un avion de ligne moderne est capable de voler en pilote automatique avec peu ou pas d'intervention de la part du pilote, humain, conscient. » Et il continue, « L'inconscient adaptatif fait un excellent travail en évaluant le monde, en avertissant les gens du danger et en fixant des objectifs et en initiant des actions de manière sophistiquée et efficace. » J'avais tendance à appeler ça le préconscient. Et bien, grâce à cette chronique et grâce à M. Wilson, je l'appellerai désormais l'inconscient adaptatif. Problème, cet inconscient adaptatif qui se base sur des tranches très fines de la réalité fait parfois des erreurs magistrales. Malcolm Gladwell montre par exemple comment Warren Harding a été élu président des États-Unis par une majorité écrasante de 26 points d'écart, ce qui est un record dans l'histoire de cette élection. Alors que, gouverneur puis sénateur de l'Ohio, il était totalement inconnu du grand public au moment des élections de 1920. Certes, il a profité de l'appui féroce de ses amis magnats du pétrole pour obtenir l'investiture républicaine. Certes, le public était fatigué de la politique progressiste, interventionniste hors des États-Unis de Woodrow Wilson. Et le public était donc enclin à voter républicain pour revenir à la situation d'avant-guerre. Mais Gladwell souligne que l'atout numéro 1 de Harding, et probablement largement inconscient pour ses électeurs, c'était qu'il était particulièrement séduisant, de plus en plus avec l'âge, et qu'il avait une voix absolument magnifique. Mis en avant sur toutes ses affiches de campagne, dans la presse, ses atouts physiques ont permis de faire oublier qu'il avait été largement absent sur tous les votes importants au Sénat, et qu'il s'intéressait surtout au poker, au golf et aux femmes, et qu'une fois arrivé à la Maison-Blanche, il a continué exactement dans la même ligne, pendant que ses amis puissants de l'Ohio se faisaient prendre dans une succession de scandales financiers qui ont fini par le faire qualifier de pire président de l'histoire des États-Unis, alors qu'au début, on l'appelait « The Good-Looking Candidate ». Ne pensez pas que ce sont des histoires qui ne pourraient plus se passer aujourd'hui, ou pas à vous. Parce que Gladwell montre comment, dans notre vie quotidienne, nos biais influencent de manière parfois très négative nos choix. Le problème, c'est que l'origine de nos décisions intuitives reste souvent très floue, y compris pour nous-mêmes. C'est ce que Gladwell a appelé l'effet locked door. Les gens sont ignorants des choses qui affectent leur action et ils se sentent rarement ignorants. Et donc nous devons accepter notre ignorance sur cette part intuitive de nous-mêmes et dire plus souvent « je ne sais pas pourquoi », alors que la plupart du temps nous pensons en être certains. Nous ne sommes pas capables d'expliquer nos décisions, ou quand nous les expliquons, la raison que nous donnons n'est pas la bonne. Et là encore, Gladwell donne dans son livre un nombre considérable d'exemples et d'études pour prouver ce point. Donc, pour que l'intuition reste notre allié, il est essentiel de la cadrer, de la contrôler et de l'entraîner. Par exemple, c'est par la pratique de centaines de consultations qu'un médecin expérimenté va avoir l'intuition du bon diagnostic. Nous aurions pu voir les mêmes détails chez le patient, les mêmes tranches fines d'informations, ou un médecin débutant aurait pu les avoir aussi, sans que nous soyons capables de faire le lien dans notre inconscient adaptatif. Idem, un pompier expérimenté aura parfois un réflexe, une intuition, qui lui sauvera la vie dans un feu d'appartement, parce qu'il aura déjà vécu cette situation des dizaines de fois, et que, cette fois, il aura repéré de manière non consciente un détail différent qu'il aura interprété en un clin d'œil. Le pompier, comme le médecin,
ne pourront pas forcément dire, expliquer l'origine de leur intuition. En revanche, ils peuvent, nous pouvons tous, vérifier notre intuition. Est-ce qu'il y a d'autres faits qui la corroborent? Est-ce que d'autres personnes avec un niveau d'expérience égal ou supérieur auront la même intuition face à cette réalité? L'idée, c'est ne pas rejeter notre intuition sous prétexte que nous ne pouvons pas l'expliquer, mais prenons le temps, quand c'est possible bien sûr, de vérifier notre intuition avant de passer à l'action. Et surveillons ensuite les conséquences de nos décisions basées sur l'intuition pour ajuster ou revenir en arrière au lieu de nous enfoncer sous prétexte que qu'est-ce que tu veux, j'ai toujours eu un mauvais feeling sur cette personne. Enfin, nous pouvons éduquer notre intuition, être conscient de nos biais et les annuler au maximum. Mais c'est encore un point sur lequel le livre de Gladwell est précieux. Il montre comment beaucoup des systèmes mis en place pour lutter contre ces biais, culturels, raciaux, sexistes, ne s'adressent en réalité qu'à la partie consciente de notre raisonnement. Vous pourrez expliquer par A plus B les dommages causés par un biais sexiste à quelqu'un. Vous pourrez donner à cette personne des explications rationnelles sur la naissance de ces biais, mettre en place des choses pour éduquer cette personne. Ça ne changera que la partie émergée de l'iceberg. Cette personne vous dira « je ne suis pas sexiste ». Elle vous dira qu'elle met tous les individus exactement au même niveau et ce sera vrai pour la partie consciente de son raisonnement. Cette personne ne vous ment pas quand elle vous dit ça. Et donc, vous aurez l'impression que votre programme aura été efficace et pourtant, les conséquences sur le terrain resteront à l'identique. Pourquoi? Parce que l'intuition fonctionne derrière la porte fermée. Comment faire alors? En travaillant sur le niveau conscient et sur le niveau inconscient. Il faut continuer les programmes de compréhension des biais et ajouter des systèmes destinés à contrebalancer l'intuition là où on sait qu'elle peut mettre en péril les décisions des personnes. Malcolm Gladwell montre ainsi, dans des pages que j'ai trouvées absolument passionnantes, comment les orchestres de musique classique ont commencé à se féminiser. Dans le processus des sélections des nouveaux musiciens, on a commencé par mettre en place des jurys, au lieu d'avoir une décision prise exclusivement par le chef d'orchestre, mâle, blanc, âgé. Ensuite, dans certains jurys, on a interdit par exemple aux membres de dire quoi que ce soit entre eux, ou même de se regarder pour éviter que les jugements des uns influencent ceux des autres. Mais ce qui a vraiment tout changé, ça a été beaucoup plus simple. Ça a été l'introduction des auditions derrière un rideau dans les années 50-60. Gladwell raconte ainsi comment des candidats, femmes ou japonais, ont été sélectionnés à l'aveugle par des orchestres prestigieux, alors que l'idée à l'époque était que certains instruments étaient réservés aux hommes pour des raisons absolument rationnelles et purement physiques, ou qu'il fallait être d'une certaine origine culturelle pour comprendre la musique classique européenne. La première fois que le Metropolitan Opera a utilisé un rideau, c'était au milieu des années 60, pour engager 4 nouveaux violonistes, les 4 retenus furent des femmes. À l'époque, il y avait en tout et pour tout dans tout l'orchestre 3 femmes. Et tous ces biais ne se limitent évidemment pas au sexe ou à l'origine. La manière de s'habiller, de rentrer en scène, de tenir son instrument, le modèle de cet instrument, toutes ces informations dont les membres d'un jury vont tenir compte inconsciemment, qu'ils le veuillent ou non. Mettre en place une sélection à l'aveugle a eu un effet considérable et considérablement plus rapide que toutes les politiques qu'on aurait pu mettre en place pour un coût dérisoire. Ça ne veut pas dire bien évidemment qu'il faut abandonner toute politique d'éducation ou de correction des biais. Ça signifie que parfois, il faut faire autrement si on ne veut pas attendre des générations pour voir l'effet de ces politiques. En 2011, donc 5 ans après l'apparition de Blink, un autre auteur, Daniel Kahneman, a publié un bouquin qu'il a baptisé Thinking Fast and Slow, dans lequel il a distingué 2 systèmes de pensée, système 1, pensée intuitive, système 2, pensée rationnelle. Ce bouquin a eu un retentissement considérable, en particulier sur des conséquences dans la psychologie cognitive, dans l'économie comportementale et la prise de décision en général.
j'ai acheté ce bouquin. Je l'ai acheté d'ailleurs pour une fois, j'ai pris la traduction française. Donc si vous voulez le lire, ça s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. C'est un pavé, hein, je vous le dis. Et c'est beaucoup moins facile à lire que le bouquin Blink dont je vous parle depuis le début de cette chronique. J'y suis pas arrivé personnellement. Voilà. Bon, alors peut-être que j'arriverai à m'y remettre, peut-être qu'un jour je bosserai moins et que je prendrai le temps de me farcir ce pavé. En attendant, si vous voulez explorer ce sujet, je vous recommande vivement Blink. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup la vision très positive de Gladwell sur l'intuition, qu'il met en avant comme une ressource à exploiter, dans un monde où, paradoxalement, la quantité d'informations disponibles rend parfois la décision rationnelle impossible. Il montre comment, sur le champ de bataille, certains stratèges se font laminer par d'autres qui n'utilisent qu'une fraction de l'information disponible et transmettent des ordres avec un minimum d'explication. Et dans l'histoire récente, le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, comme le 11 septembre 2001 à New York, le problème, ça n'était pas le manque d'informations. C'était qu'il y en avait beaucoup trop et que les analystes n'arrivaient plus à les traiter. Nous vivons dans un monde saturé d'informations. Nous disposons de quantités pratiquement illimitées de données à portée de main à tout moment. Et nous connaissons bien les arguments sur les dangers de ne pas en savoir assez, de ne pas faire son homework. Le problème, c'est que nous en sommes arrivés à confondre information et compréhension. La clé d'une bonne prise de décision, ça n'est pas seulement la connaissance, c'est la compréhension. Nous nageons dans l'information, mais nous manquons cruellement de la compréhension. L'expérience nous apporte un don puissant, la capacité d'agir instinctivement dans l'instant. Et, c'est l'une des leçons que j'ai retenues de ce livre Blink, il est facile de perturber ce don. En octobre dernier, dans une de ses newsletters, Seth Godin écrivait « L'intuition est simplement une théorie que nous n'avons pas encore exprimée. Lorsque nous écrivons et que nous partageons cette intuition, elle devient plus résistante, plus ciblée et plus utile aux autres. Alors, utilisons notre intuition en plus de notre pensée rationnelle et confrontons notre intuition au réel et aussi à l'intuition et au raisonnement des autres. C'est aussi pour cela que je fais ces chroniques hebdo, ou bien que j'écris un article tous les jours sur mon blog. Ça me permet d'engranger de l'expérience en lisant des bouquins ou des études, en cherchant des réponses à des questions. J'enrichis mes connaissances et mon intuition de certaines situations, sur certains problèmes, dans certains grands débats. Et ensuite, je les explique, je les mets au propre, comme on disait quand j'étais petit, et puis je les publie pour vérifier et en quelque sorte les valider avec vous. Progressivement, elles deviennent des outils supplémentaires, à la fois conscients et inconscients, dans mon travail. Et si vous démarriez un blog ? Très bonne semaine à tous.